Salut à toutes et à tous, vous êtes sur le Média TV et c'est le moment du regard d'Anouar. Le regard d'Anouar, c'est la chronique de Noam Anouar, plus ou moins ancien policier, comme on va en parler bientôt, mais toujours lanceur d'alerte et désormais chroniqueur au Média TV. Alors, brigadier, comment ça va aujourd'hui? Aïe, 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 aïe. Darmanin Sabari. Alors, la référence, c'est la chanson Brigadier Sabari de Alpha Blondy. Et Sabari, en langue malinké, ça veut dire pardon. C'est le cri de douleur de quelqu'un, d'un citoyen qui ploie sous la violence de l'État. Opération coup de poing. Opération coup de poing. Le coup, oh, yeah, yeah. Brigadier Sabari. Neko, aïe, 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 aïe. Brigadier Sabari. Neko, Koutoubou. Sakidi. Brigadier Sabari. Neko, Bati Sakana. Aujourd'hui, Noam, nous allons aborder plusieurs sujets. Premièrement, la victoire judiciaire d'Alexandre Langlois, policier, membre fondateur du syndicat Vigie comme toi, contre Gérald Darmanin. Alors, on avait évoqué ce sujet lors d'une émission, le sujet de la révocation d'Alexandre Langlois par le ministère de l'Intérieur, une révocation qui a été cassée par le tribunal administratif de Versailles. Noam, qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet ? Alors pour être plus précis, la révocation en fait a été suspendue parce qu'en fait quand on conteste une sanction administrative devant le tribunal administratif, on peut soit dans l'urgence saisir le juge des référés quand on estime qu'il y a un caractère d'urgence justement à attaquer la sanction. Donc là en l'occurrence une privation de salaire correspond à une situation d'urgence. Donc le tribunal, le juge des référés a été saisi et alors il n'a pas voulu se prononcer définitivement, c'est-à-dire qu'il y a aussi une saisine sur le fond qui a été justement formulée par l'avocat d'Alexandre. C'est-à-dire que là, ce sera une audience au long cours qui sera audiencée en fait d'ici 18 mois environ. Et donc le juge des référés a suspendu la révocation d'Alexandre jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur le fond. Donc on a environ 2 ans en fait pour respirer, tout simplement, en attendant confirmation de l'annulation de la sanction, parce que de toute façon, la sanction sera vraisemblablement annulée, puisque le juge des référés, en fait, a donné un premier indice, c'est-à-dire qu'il estime naturellement que le ministère de l'Intérieur a agi en autarcie, puisque le Conseil de discipline avait refusé de voter une sanction à l'unanimité le jour du Conseil de discipline, mais il a également estimé que la sanction était disproportionnée au regard des faits qui lui étaient reprochés. Okay, donc, a priori, c'est une deuxième défaite qui se profilera dans quelques temps, à une période où on espère Gérald Darmanin ne sera plus ministre de l'Intérieur, on peut le dire. Mais quelque part, c'est un peu le qui perd gagne pour Alexandre Langlois, puisque, bon, il gagne devant le juge des référés au tribunal administratif, mais c'est une sorte de harcèlement judiciaire avec les moyens de l'État. Alors oui, parce qu'il y a 2 aspects. D'une part, il avait effectivement été révoqué, mais le même jour, on lui avait notifié le retrait de son habilitation secret défense. Donc de toute manière, a priori, il ne pourra pas réintégrer immédiatement le service de renseignement territorial auquel il était affecté. Donc l'administration a la charge aujourd'hui de le réaffecter dans un poste qui puisse correspondre justement à une nomenclature qui soit en relation avec son niveau de compétence et avec ses habilitations diverses. Donc a priori, il devrait réintégrer un commissariat en sécurité publique. Et effectivement, il y a donc une autre interprétation qu'on peut donner de tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a également parlé de la défaite judiciaire du ministère de l'Intérieur il y a quelques temps concernant Jérôme Rodriguez, qui avait été poursuivi. Donc on peut penser que le ministère de l'Intérieur en fait multiplie, ou ces dernières années a multiplié les procédures pénales et les procédures administratives pour pénaliser justement les opposants, mais en réalité ce ne sont pas des procédures qui sont intentées pour pouvoir être gagnées, mais tout simplement pour pouvoir monopoliser l'attention, l'énergie et la motivation des personnes qui sont visées par justement ces démarches. Ce qui est le plus fou, c'est qu'en fait, Alexandre Langlois n'a pas envie de rester à la police. Il demande une rupture conventionnelle et au lieu de la lui accorder, le ministère s'engage dans des procédures qui vont coûter au final bien plus cher qu'une procédure de rupture conventionnelle. Absolument. Alors en fait, il n'y a pas de logique au plan administratif. L'administration n'est pas à 40 000 ou 50 000 euros près, parce que c'est de cette somme dont il s'agirait dans le cas de l'octroi d'une rupture conventionnelle. L'idée,
c'est en fait de tout simplement s'imposer en décideur. C'est-à-dire que les responsables de l'administration policière sont d'un orgueil particulier, donc ils ne souhaitent pas que finalement le décideur soit Alexandre, en l'occurrence le demandeur de la rupture conventionnelle, mais l'administration a une propension à vouloir décider, maîtriser le destin des uns et des autres. Et donc naturellement, puisque c'est Alexandre qui demande la rupture conventionnelle, l'idée c'est de la lui refuser à tout prétexte et de l'humilier en le révoquant d'office. Et donc là, effectivement, M. Darmanin n'aura pas le plaisir d'avoir le fin mot de cette histoire, puisque selon toute vraisemblance, il ne sera plus en place au moment où le juge statuera sur le fond. Alexandre Langlois, il veut partir, on l'empêche de partir selon les modalités qu'il souhaite. C'est pareil pour toi, puisque tu veux partir pour intégrer la fonction publique territoriale. Et toi aussi, finalement, tu es dans un interstice, dans un entre-deux, tu n'es plus en fonction, mais on ne te laisse pas partir. Voilà, moi, alors Alexandre a reçu, je l'ai appris par les médias, la bonne nouvelle en fin d'après-midi, vendredi. Donc le temps de recevoir la bonne nouvelle, j'ai reçu un mail de convocation. Donc vendredi à 20h, j'ai été convoqué pour me présenter au service lundi à 9h. Et en me présentant là-bas, donc on m'a notifié mon arrêté de sanction qui court depuis un certain temps. Mais en fait, l'idée, c'est que la réponse à ma demande de mobilité ne sera étudiée qu'à l'issue justement de cette sanction. Donc je pense que l'idée sous-jacente, c'est de décourager justement mon employeur quant à la possibilité ou à la volonté qu'il a justement de me recruter. Donc du coup, là, je me retrouve comme ça subitement sans revenu pour 6 mois et plus 18 avec sursis. Donc bon, j'ai lancé une cagnotte de solidarité qui fonctionne timidement pour le moment. Elle est accessible sur PayPal, plus précisément. Et donc il faut aller sur le compte Facebook ou Twitter de Vigie qui en a fait le relais. Donc voilà, je remercie par avance toutes les personnes qui exprimeront un geste de solidarité à cette occasion. Parce que quelque part, c'est très clair, il s'agit de persécution. L'État, le gouvernement, en tout cas ceux qui sont au pouvoir, utilisent les moyens de l'État pour procéder à une persécution des lanceurs d'alerte au sein de la police. Ah oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand je disais Darmanin-Sabari, c'était à moitié ironique. En fait, c'est que globalement, l'idée, c'est qu'en fait, en réalité, malgré nous, que ce soit Alexandre, moi-même, on a notre rôle à jouer dans l'institution, c'est-à-dire qu'on sert d'exemple pour les autres. C'est-à-dire que l'institution nous pointe comme les exemples à ne pas suivre. En disant, voilà, effectivement, vous pouvez vous amuser à monopoliser la parole médiatique ou quoi que ce soit pour critiquer ou pointer les manquements de l'institution, mais par contre, effectivement, ce sera un acte sacrificiel, parce que après, dès lors que vous critiquez l'institution, on ne vous laissera plus travailler. Globalement, c'est un peu le message. Alors, ils ne vous laissent pas travailler, et nous, on ne les laisse pas tranquilles, puisqu'on continue d'ausculter, d'observer, d'analyser, sans volonté de nuire, mais avec une sorte d'intérêt pour l'intérêt général, avec une sorte de passion de l'intérêt général chevillé au corps. Donc on va à notre deuxième sujet, des images qui sont parties d'Instagram et qui ont fait le buzz. On y voit une altercation entre des policiers et un jeune homme. On regarde et après tu nous donneras des points de contexte. C'est marqué où qu'il interdit de recevoir de la visa? S'il vous plaît, c'est marqué où? C'est marqué où? Monsieur. Oh là là, c'est le règlement. Attention, Paris, je t'aurai arraché la tête. C'est bien la raison. Le règlement. Mettez un masque. Je suis dans ma chambre. Ouais, mais vous êtes dans ma chambre, mais vous êtes à proximité de nous. Donc mettez un masque, sinon c'est 135 €. C'est un scandale. Et on va rendre ça public parce que vous êtes nerveux, monsieur. Vous avez un problème? Vous êtes nerveux. Vous avez un problème? Monsieur. Vous êtes nerveux, Monsieur. Vous avez un problème? Monsieur. Oui, Vous nous laissez intervenir. En dehors de ça, on parlait avec Vous laissez intervenir, s'il vous plaît, monsieur. Non, parce que depuis tout à l'heure, monsieur, il dit je vais l'arracher la tête. Non, non. Si j'étais pas parlé, je vais l'arracher la tête. Non, non. Écoutez-moi, Il a monsieur. dit, Monsieur, arrêtez si de j'étais filmer. pas parlé, je vais l'arracher la tête. Arrêtez, monsieur. Monsieur. Il a dit si j'étais pas parlé, je vais l'arracher la tête. Monsieur. C'est comme ça que ça commence les bavures policières, monsieur. Reculez, monsieur, s'il vous plaît. C'est comme ça que ça commence les Monsieur, bavures. monsieur, monsieur. Arrête-moi la tête. Monsieur. Viens. Arrête-moi la tête. Alors, derrière les images qu'on a pu voir, que plusieurs personnes ont pu voir avant qu'on les montre, parce que quand même, comme je le disais, elles ont fait le buzz, qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, la police est requise dans un hôtel parisien, donc précisément dans le 5e arrondissement,
pour ce qu'on appelle un différend commercial. C'est-à-dire que le différend commercial, c'est quoi ? C'est un commerçant quelconque, ça peut être un restaurateur ou quoi que ce soit, qui est confronté justement à une personne dans le cadre d'un différend. La personne ne veut pas payer, la personne manifeste une attitude de véhémence. Et donc le requérant, en l'occurrence, là ici, c'est le gestionnaire de l'hôtel. Donc alors le litige, selon toute vraisemblance, ce serait que deux frères et leurs enfants ont décidé de louer 2 chambres, donc une suite et une chambre plus précisément dans cet hôtel. Et l'hôtel a estimé que, au regard du nombre de places proposées dans ces chambres, que les enfants devaient être contraints de loger dans une 3e chambre. Donc on a exigé des adultes présents qu'ils louent une 3e chambre pour pouvoir contenir l'ensemble des personnes. Alors en l'occurrence, on avait 2 adultes, les 2 frères et 4 enfants. Voilà. Donc la police intervient et là, effectivement, on découvre ces images. Donc dans un premier temps, les policiers ne savent pas qu'ils sont filmés. Donc ils frappent à la porte de la chambre. Donc la chambre, dès lors qu'elle est louée, correspond légalement à un domicile privé. Donc en l'occurrence, alors pour ce que j'en sais, ayant été moi-même formé à l'école de police pour justement gérer les différents familiaux et les différents commerciaux, les policiers sont censés demander l'assentiment du maître des lieux pour pouvoir entrer. Donc en l'occurrence, là, ici, légalement, c'est le locataire de la chambre. Donc les policiers doivent demander la permission d'entrer. Si le locataire s'y oppose, alors les policiers ont la possibilité de requérir l'officier de police judiciaire de permanence qui, lui, peut entrer dans le cadre d'une perquisition. Mais là, en l'occurrence, on n'y est pas. Donc c'est un équipage de police. Et le fonctionnaire qu'on entend s'exprimer de façon assez véhémente est adjoint de sécurité. C'est-à-dire que c'est le moins gradé de l'équipage. Donc, a priori, sur les images, il n'arbore pas les grades qui correspondent à sa fonction, parce qu'il faut savoir que le grade d'ADS, c'est souvent, ce sont des gens qui sont un petit peu chambrés, en fait, dans les équipages de police, parce que ce sont des emplois jeunes, assez précaires, des gens qui ont reçu une formation accélérée de 3 mois. Donc, globalement, voilà. Donc, alors là, lui, il a décidé de ne pas porter ses insignes, donc il n'est pas identifiable dans son grade. Et il manifeste tout de suite une forme d'agressivité. C'est-à-dire qu'il tutoie donc la personne qui se trouve dans la chambre. Et donc il lui tient alors un propos qui a fait polémique. C'est-à-dire qu'il lui dit « Tu as de la chance qu'on soit à Paris. Si on avait été en banlieue, je t'aurais arraché la tête. » Et il le réitère. C'est un propos qui tient à 2 reprises. Donc les gens ne comprennent pas, naturellement, c'est un propos qui a fait polémique, parce que quelle est la différence ? Est-ce qu'on se comporte ? Est-ce qu'il y a une loi pour Paris ? Est-ce qu'il y a une loi pour la banlieue ? Est-ce qu'en banlieue, on mérite davantage de se faire arracher la tête qu'à Paris ? Pourquoi assimiler cet homme à la banlieue, justement ? Alors on se pose la question de savoir, naturellement, s'il y a une loi pour Paris intramuros et une loi pour la banlieue. En tout cas, légalement, ce qui est certain, et ça je peux l'affirmer sans aucun problème, c'est que la police, dans cette histoire, n'avait aucun moyen de contraindre, en fait, ce monsieur à louer une 3e chambre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est pas contractualisé, qu'il n'y a pas un règlement intérieur qui stipule que la personne doit louer une suite ou une chambre pour tant de personnes, en l'occurrence des mineurs, c'est pas vérifiable. C'est-à-dire que c'est une question légitime. Le monsieur dit « Moi, je veux pas laisser mes enfants dormir tout seuls dans une chambre à part, dans un hôtel qui est fréquenté par des clients que je ne connais pas, etc. » Donc, c'est quelque chose qui s'entend. Et là, la police a tout de suite, pour des raisons qu'on ignore, mais qu'on peut soupçonner naturellement, adopté un ton extrêmement agressif à l'encontre de ce monsieur. Donc, alors, effectivement, je t'arrache la tête, on aurait été en banlieue, ça aurait été différent, etc. Et on aperçoit sur place 2 gradés. Donc, en l'occurrence, je crois qu'on a un brigadier, un gardien de la paix, c'est un équipage de 3 fonctionnaires qui ne réagissent pas aux propos justement de leurs collègues. Donc, du coup, c'est le frère finalement de ce monsieur qu'on va appeler la victime entre guillemets, qui filme. Et le policier, se sachant filmer, lui prend son téléphone et justement masque son visage à l'aide de son téléphone et filme donc la personne qu'il filme réciproquement pour pouvoir se couvrir. Parce que lui pense peut-être que la loi sécurité globale à cette époque-là est en vigueur et que justement il va pouvoir se retrancher derrière la loi pour attaquer la personne en cas de diffusion des images. Donc les images ont été diffusées et c'était parfaitement légal à ce moment-là. Il y a un élément qu'on va apporter, qui nous est parvenu, et on va demander vérification justement. Donc on va interroger la préfecture de police directement. C'est qu'on me dit, alors que ce monsieur est identifié comme ayant été adjoint de sécurité au commissariat du 5e arrondissement de Paris, mais qu'il serait aujourd'hui en cours de scolarité pour devenir gardien de la paix. C'est-à-dire qu'il aurait réussi son concours de gardien de la paix au moment où ces images ont été filmées, et qu'entre-temps, il aurait été intégré justement pour pouvoir être titularisé en qualité de gardien de la paix.
Donc moi, je ne peux pas ne pas avoir une pensée pour les personnes qu'on a reçues ici, en l'occurrence le jeune Rémi, qu'on a disqualifié, à qui on a retiré un agrément parce qu'il avait épousé une femme qui était sans papier, qui n'avait jamais connu... Qui était devenue sans papier. C'était une ancienne étudiante qui avait eu du mal à renouveler son statut. Voilà. Et en fait, à cause de cette union, il n'a pas pu intégrer la police nationale. Voilà, et puis ce monsieur, dont on ne sait pas grand-chose, mais qui avait été accusé d'islamisme radical. Donc, en l'occurrence, lui qui a été définitivement écarté des rangs de la police. Et là on a ce monsieur dont la préfecture de police, l'IGPN, savent pertinemment qui il est, ont les images incontestables de la façon dont il s'est comporté en service. Et ce monsieur, donc, va, messieurs, dames, devenir gardien de la paix, rémunéré grâce à votre argent. Donc, je vous souhaite bien du plaisir. Et donc, n'oubliez pas de remplir votre fiche de déclaration de revenus. Voilà. Alors, troisième sujet, les violences urbaines à Épinay-sur-Seine qui font suite à une affaire qu'on peut commenter en se référant au vote définitif de la loi sécurité globale. Petit point en image sur ces violences urbaines. Attention le véhicule! Attention les gars! Attention! Attention! Alors Noam, quel est le fond de cette affaire d'Épinay-sur-Seine et pourquoi on peut la mettre en relation avec cette loi sécurité globale? Alors en fait, un certain nombre de dealers à Épinay-sur-Seine, donc Épinay-sur-Seine c'est un grand ensemble, c'est une commune qui se trouve dans le district de Saint-Denis, donc le 2e district de sécurité publique du 93, donc c'est le district le plus craint en fait par les effectifs de police. On y retrouve la ville de Saint-Denis, donc qui est le chef-lieu du district, mais on a également Aubervilliers, donc Épinay-sur-Seine et tous les commissariats sensibles du coin, Saint-Ouen, etc. Donc il s'y passe des choses de façon assez régulière. C'est un secteur assez difficile à travailler, mais Épinay-sur-Seine a une histoire particulière. Donc il y a un grand ensemble de HLM qui s'appelle Orgemont. Et donc sur place, on a des policiers, des trafiquants de stupéfiants qui ont voulu, entre guillemets, défier l'État en se procurant des images de policiers, c'est-à-dire des images qui ont été collectées sur les réseaux sociaux de policiers et de leurs familles. Donc ils les ont affichées dans des halls pour narguer en quelque sorte les forces de l'ordre, pour leur dire écoutez, la loi sécurité globale n'empêchera rien puisqu'on sait parfaitement qui vous êtes et on sait qui sont vos familles. Donc naturellement, ça a provoqué une certaine forme d'émoi, toute la classe politique, du ministre de l'Intérieur en passant par le président de la République et l'opposition. Tout le monde s'est exprimé en soutien aux policiers et ils ont eu raison de le faire parce qu'il y a une certaine sacralité de la sécurité, de la vie privée, de la vie de famille des fonctionnaires de police. Et donc, tout de suite, le ministre de l'Intérieur a décidé de serrer la vis en envoyant justement des contingents de forces de l'ordre, c'est-à-dire de CRS, pour patrouiller sur place. Et naturellement, ça n'a pas traîné. On a assisté à plusieurs nuits, situation qui perdure, plusieurs nuits de violences urbaines dans le quartier. Et ça a fait contagion. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de banlieues aujourd'hui qui connaissent justement le même type d'événements. Et dans toutes ces banlieues, on a aussi Tourcoing, qui est la ville du ministre de l'Intérieur. Voilà. Et donc, pas plus tard que cette nuit, les affrontements ont continué. Et en fait, donc moi, j'ai voulu justement faire une analyse particulière de cette situation. Pourquoi ? Parce que historiquement, Épinay-sur-Seine était une ville de gauche. Donc c'est le deuxième mandat en fait d'un maire centriste, centre droit, qui s'appelle Hervé Chevreau, et qui a effectué un travail gigantesque sur la sécurisation de la ville. C'est-à-dire qu'on a eu un centre de sécurité urbaine qui a été parmi les premiers et les plus sophistiqués du département, qui a été inauguré par Nicolas Sarkozy en 2009. On a également la police municipale, une des polices municipales les mieux équipées du département, avec la ville de Drancy. Ce sont les deux polices municipales qui servent de référence justement quant à la qualité des équipements et au nombre de policiers, à la nature des dispositifs de protection, etc. etc. Donc c'est vraiment des villes qui sont connues pour le niveau de sécurité de la police municipale. Ça n'empêche pas les émeutes. Voilà, alors là où je voulais en venir, c'est que avant ça, Épinay-sur-Seine a été de gauche et le maire d'Épinay-sur-Seine, c'était Bruno Leroux, qui est devenu justement ministre de l'Intérieur sous le gouvernement de Bernard Cazeneuve, donc dans la dernière partie du mandat de François Hollande. Donc c'est très curieux parce qu'on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés et là, on peut estimer que le proverbe s'applique parce que naturellement, c'est des villes en principe qui ne devraient pas connaître ce genre de situation et pourtant on s'aperçoit que c'est des villes extrêmement difficiles à sécuriser. C'est-à-dire qu'il suffit d'un incendie et d'une étincelle
l'étincelle pour allumer l'incendie, justement. Et là, en l'occurrence, il faut savoir que au moment où on se parle, la situation n'a pas encore trouvé d'issue. La couverture médiatique est relativement timide, mais on ne sait pas, on ne connaît pas la suite parce qu'il y a un effet de contagion justement dans les banlieues qui fait que ça pète de partout là actuellement. En tout cas, cette histoire nous montre que finalement la loi sécurité globale ne sert quasiment à rien, vu que les policiers s'affichant sur les réseaux sociaux, il est toujours possible de diffuser incognito leur image sans forcément les avoir filmés lors d'altercations dans la rue, etc. Alors en fait, pour avoir été policier très longtemps dans le 93, je connais très bien ce département. Il faut savoir qu'à Épinay, il y a des choses qui ont marqué l'opinion publique, dont on ne parle pas parce qu'elles sont un petit peu tabous. C'est-à-dire que quand on parlait à des jeunes d'Épinay, on parlait du ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux. Il faut se rappeler dans quelles circonstances il a démissionné. Il avait été soupçonné, voire limite confondu, justement pour une utilisation abusive de fonds destinés à employer des collaborateurs parlementaires. Il avait employé sa fille de 15 ans, et donc il avait démissionné en direct de la préfecture de Bobigny, parce que justement, il n'y avait pas de moyens de défense efficaces. Et donc les jeunes, aujourd'hui à Épinay, vous disent, attends, l'ancien maire, ministre, a piqué dans la caisse, entre guillemets, je mets toute réserve. Et donc là, comment est-ce qu'on peut nous reprocher à nous, justement, de vivre du trafic de stupéfiants, etc. Et on a eu également une affaire où un policier de la BAC, donc à Épinay-sur-Seine, qui était très connu sur le secteur pour être assez dur avec les jeunes, a été interpellé en flagrant délit parce qu'il avait pour habitude de racketter des prostituées au bois de Boulogne. Et donc un jour, en brandissant son arme, il n'avait pas eu d'autre choix puisque les prostituées avaient décidé de se défendre que de faire feu. Et justement, il avait blessé une prostituée. Donc naturellement, la police était intervenue sur place et avait procédé à l'interpellation de ce monsieur qui avait été incarcéré. Donc du point de vue d'un jeune du 93, il se dit, attends, mais de toute façon, tout est pourri, la police, la politique, jusqu'aux plus hautes instances. Donc eux considèrent que justement la cité leur appartient. Le trafic de stupéfiants est une source de revenus pour de nombreuses familles, notamment en période de confinement et de crise sanitaire. Et donc, de façon illégitime, on ne pourra pas légitimer de toute façon leur façon de penser, mais pour eux, la police est un intrus ou presque une bande rivale qui vient faire intrusion sur leur territoire, en fait. Donc il y a quelque chose à pacifier et on ne pourra pas faire l'économie justement de l'exemplarité de la part des effectifs de police et de tout ce qui s'y rapporte, c'est-à-dire des gestionnaires, des hauts fonctionnaires. Et justement, aujourd'hui, on n'y est pas encore, puisque la rubrique qu'on est en train de faire là, actuellement et commentée le démontre bien. Il y a encore des problèmes et des tabous dans les rangs de l'institution policière, et on ne pourra pas faire la leçon aux jeunes si on ne fait pas attention à ce qui s'y passe. Voilà. Et quelque part, finalement, il y a une sorte d'acte politique qui est posé en publiant ces photos, parce que quelque part, c'est toute la philosophie de cette loi sécurité globale qui est défiée et qui est ridiculisée. En fait, vu que des policiers sont sur les réseaux sociaux. Justement, parce que je dirais que de ce point de vue-là, la politique du ministère de l'Intérieur est un peu molle et même limite un peu branlante, si je puis dire, pour reprendre un terme. Parce que, voilà, c'est ça, parce que, normalement, les réseaux sociaux, c'est interdit. Je veux dire, les policiers, il y a le devoir de réserve. Je viens de parler justement de mon arrêté de sanction. C'est écrit noir sur blanc, violation du devoir de réserve. Donc, comment ça se passe ? Quand un policier défend la politique gouvernementale ou les violences policières, il n'est pas poursuivi. Quand c'est quelqu'un qui critique l'institution, il est poursuivi. Personne ne comprend réellement ce qui se passe. Donc aujourd'hui, les policiers sont victimes, en réalité, ces policiers, du laxisme de l'institution, parce qu'en principe, les policiers qui s'expriment directement et qui diffusent leurs propres images sur les réseaux sociaux devraient en réalité faire l'objet d'une enquête disciplinaire. Je dis bien au plan théorique. Et donc aujourd'hui, je dirais que les délinquants, quand ils vont être interpellés, de toute façon, c'est ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, attendez, moi, les images, je me les suis procurées sur la sphère publique, sur les réseaux sociaux. Donc je ne vois pas en quoi on me reproche de les diffuser, puisque de toute façon, je ne les ai pas volées. Elles étaient sur Facebook. Donc voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Donc c'est un débat, en réalité, qui n'est pas si clair, même si, naturellement, on soutient les policiers, parce que moi, je pense que la vie privée reste la vie privée, la vie familiale reste la vie familiale, et la vie professionnelle, c'est autre chose. Alors, quatrième sujet, la condamnation d'un policier pour violence suite à une manifestation des Gilets jaunes, ce qui est assez rare pour être signalé. On regarde les images qui avaient produit un certain émoi à l'époque, et finalement, ce policier a été condamné. Nous avons interrogé l'avocat du Gilet jaune en question. On écoute en quelques minutes. C'était en fait le
le 26 janvier 2019, donc l'acte 11 des Gilets jaunes. Donc Wilfried, en fait, on a accusé Wilfried d'avoir jeté des projectiles sur des policiers. Donc il a été interpellé par 3 policiers de la CSI, il a été placé en garde à vue, on lui a notifié un rappel à la loi. Wilfried a ensuite déposé plainte à l'IGPN. Alors pourquoi il a déposé plainte à l'IGPN? Puisque lors de l'interpellation, un policier lui a fait une balayette en lui prenant les jambes alors qu'il était contre le mur de la Banque de France. Donc à partir de là, voilà, il a déposé plainte à l'IGPN. Alors l'IGPN a conclu en fait qu'il n'y avait pas lieu à mettre en cause le policier. Elle a considéré que le geste du policier était complètement proportionné, s'appuyant en fait sur un rapport d'un expert de la police nationale qui considérait que ce geste complètement conforme, même s'il n'était pas enseigné dans les écoles de police. Le parquet n'a pas suivi en fait le rapport de l'IGPN et a renvoyé le policier donc pour être jugé de fait de violence volontaire devant le tribunal correctionnel. Lors de cette audience devant le tribunal correctionnel, le parquet avait requis 4 mois avec sursis à l'encontre du policier et avait demandé à ce que cette condamnation soit inscrite sur son casier judiciaire qui, si le tribunal suivait cette demande du parquet, aboutissait de toute façon à la révocation du policier. Donc après en avoir délibéré, donc la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris a condamné le policier à une peine d'amende de 1 000 €. Donc il a été déclaré coupable du chef de violence volontaire à l'encontre de Wilfried. Le tribunal a été beaucoup plus light, il a été beaucoup plus indulgent. Alors pourquoi? Il a été plus indulgent parce que le policier avait été médaillé 16 fois, puisqu'avant d'être policier, il avait été gendarme et précédemment militaire. Donc, il avait fait des campagnes à l'étranger. Voilà, il était revenu rempli de médailles. Il avait 16 médailles. Il avait des bons états de service. Et le 20 mai prochain se tiendra l'audience civile, audience au cours de laquelle, en fait, le tribunal statuera sur les demandes de dommages et intérêts formulées à l'encontre de ce policier. Alors finalement, Noam, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de cette affaire? Pourquoi cette fois-ci l'impunité n'a pas fonctionné? Alors en fait, je tiens déjà à commencer par souligner que c'est une information exclusive. C'est-à-dire qu'aucun média n'en a parlé. Donc c'est curieux parce que là, le ministère de l'Intérieur, en fait, est en train, au plan judiciaire, est en train de s'effondrer. C'est-à-dire que toutes les procédures qui sont intentées par le ministère sont perdues pour le moment. Comment dire, c'est l'idée qu'il faut toujours, en fait, en réalité, être entouré d'un juriste ou d'un avocat et ouvrir des procédures si on s'estime justement victime de mauvais agissements de la part d'acteurs du service public. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc il faut aller au bout des procédures. Et là, on voit que finalement, même plusieurs mois, plusieurs années après, parfois ça peut finir par aboutir. Donc, alors ces faits, ils se déroulent le 26 janvier 2019. Et donc on a Wilfried, qui est demandeur d'emploi, qui travaille habituellement dans les métiers de la restauration, c'est-à-dire qu'il fait des vacations en tant que serveur. Il est âgé d'une 40aine d'années, donc il manifeste. Donc de façon, en fait, il s'apprêtait à participer à ce qu'on appelle la nuit jaune, c'est-à-dire qu'un peu sur le modèle des nuits debout, les Gilets jaunes avaient décidé d'investir la place de la Bastille et finalement d'y mettre du jaune fluo un petit peu partout et d'occuper la place de façon pacifique. Sauf que la préfecture de police ne voit pas les choses d'un bon œil et décide d'interdire le rassemblement. Donc en plein rassemblement, puisque les Gilets jaunes y vont tout de même, on assiste à une charge des forces de l'ordre et donc on a des tirs de LBD qui fusent, des grenades de désencerclement qui explosent à droite et à gauche. Et Wilfried est atteint justement au coude par une bille d'une grenade de désencerclement, qui proteste verbalement, mais il n'est pas outrageant à l'encontre des policiers. Et à un certain moment, il y a une charge et il est interpellé avec d'autres membres de la foule. Et donc les policiers le placent contre un mur, donc ils procèdent à des palpations de sécurité, à des vérifications d'identité. Et là, comme on le voit sur les images, on ne sait pas pourquoi. Donc on a un policier qui arrive, qui le balaye, qui le tacle complètement, et puis qui le fait chuter au sol. Sauf que comme il est contre un mur, il est appuyé contre un mur au moment où les faits se produisent, sa tête heurte le mur et il perd connaissance quelques instants. Donc du coup, les policiers sont un peu paniqués, ils éloignent un petit peu tout ce qui est caméra, smartphone. Donc la scène est filmée au loin.
Et au bout d'un moment, il est placé en garde à vue, il est interpellé, etc. Et l'affaire se poursuit. Donc il décide de déposer plainte, puisque les images sont filmées. Et à ce moment-là, il y a une enquête de l'IGPN qui est diligentée. Donc il est auditionné, il donne sa version des faits. Le policier est auditionné à son tour. Donc, alors là, on assiste à quelque chose à ce moment-là qui est presque de coutume, c'est-à-dire que les policiers présents, puisqu'ils sont plusieurs à ce moment-là autour de lui, comme on le voit sur les images, l'accusent de simuler la perte de connaissance. Donc à ce moment-là, ils s'assimilent directement à du personnel médical, c'est-à-dire qu'ils ne font pas appel au service des sapeurs-pompiers, ni à un médecin ou quoi que ce soit. Ils estiment, selon leur propre observation, qu'il fait semblant finalement d'être évanoui à ce moment-là, d'avoir perdu connaissance. Donc, le policier qui le balaye dit et déclare sous serment, dans le cadre d'une procédure judiciaire, que Wilfried essayait de prendre la fuite au moment où il a été balayé. Et donc, ils font intervenir un moniteur APP, donc un moniteur de sport et de gestes techniques de police d'intervention, à l'IGPN, et ils lui demandent de commenter les images. Et lui dit, si, c'est tout à fait, c'est un geste qu'on n'enseigne pas, mais c'est un geste réglementaire qui contraint finalement la personne interpellée à se trouver en position assise pour éviter, dans le cadre de l'article 803 du Code de procédure pénale, que la personne ne prenne la fuite ou ne se manifeste de dangerosité pour elle-même ou pour autrui. Donc là, effectivement, ce sont leurs déclarations, mais le juge ne l'entend pas de cette oreille, et donc la semaine dernière, il a décidé de prononcer la condamnation de ce policier à 1 000 € d'amende, à une peine de 1 000 € d'amende, mais qui ne sera pas assortie justement à un emprisonnement avec sursis. Là, on va avoir prochainement une audience au civil qui va avoir pour objectif d'évaluer le préjudice financier pour lequel le policier devra s'acquitter justement au bénéfice de Wilfried. Donc, alors dans ce cas, c'est le policier qui paye de sa poche ou alors c'est l'institution, c'est le ministère de l'Intérieur qui va payer? Alors dans ce cas, c'est le policier qui paierait de sa poche sur l'indemnité, mais par contre sur les frais de procédure, le policier qui est affecté à la compagnie de sécurisation et d'intervention du 93, basée à Aulnay-sous-Bois, devra, lui par contre a eu le bénéfice de ce qu'on appelle la protection fonctionnelle, donc les frais de procédure ont été pris en charge par la collectivité. Alors, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir regardé. Le Média TV est une média indépendant. Donc, si vous pouvez nous faire un don ou devenir sociaux, participer à la construction d'un média indépendant qui, justement, fait contrepoids et contre-pouvoir, faites-le. Et merci. À la semaine prochaine.